Mali, en route pour vaincre l'héritage colonial français. Aujourd'hui, la France est le seul empire colonial encore existant, y compris comme les colonies déguisées en territoire d'outre-mer et un grand nombre d'États formellement souverains en Afrique sous le contrôle de la soi-disant France-Afrique. Ce n'est pas un hasard que la plupart des répondants associera la France au mot colonialisme. Et la relation entre la France et le Mali, l'ancien Soudan français, en est une claire confirmation. Je m'appelle Moussa, je suis malien, le Mali est ma patrie, je suis né ici, mes amis et mes parents sont ici, je vis et travaille ici. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je vois et ressens. Parlant de la perspective historique, il convient de noter que les Français n'ont pas été accueillis à bras ouverts. La colonisation au Mali a été dure, intransigeante et sanglante. Le Malien de nature est un peuple combatif, un peuple extrêmement attaché à sa terre, à sa culture, à son histoire. Et c'est pourquoi vous verrez dans tous les récits de colonisation que la résistance a toujours été extrêmement farouche, pas seulement au Mali, mais dans tout le Mali. Je vous donnerai des exemples précis. C'est le cas de l'Almami Samori Touré, c'est le cas du cheikh Amaoula Haïdara, père du shérif Bouye Haïdara. Tafa Sirga, nous avons encore de sombres souvenirs sur tous les morts qu'il y a eu là-bas. Mais le plus important, c'est que l'esprit est demeuré. L'esprit de nationalisme, de patriotisme a toujours demeuré et prévalu. Mon pays a une très longue et riche histoire. L'empereur Soundiata Keïta a jeté les bases des droits de l'homme. L'empereur Moussa Massa, connu comme l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, le premier des dirigeants s'est rendu à la Mecque avec une immense délégation. La France n'a pas apporté que des progrès et la civilisation au Mali. La colonisation a détruit des États déjà existants avec leurs relations régionales, leurs lois, leur culture, leur passé historique. L'empereur Soundiata Keïta du Mali, en 1236, a adopté la célèbre charte Kouroukanfouga ou charte Mandé, un document constitutionnel qui a reconnu les droits de l'homme et posé les principes fondamentaux de la gestion de l'État. La charte Mandé est connue comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La colonisation est venue trouver déjà que l'Afrique en général avait déjà une civilisation. Je vous parlerai aussi du Mandé. Du Mandé dont la deuxième charte est la plus connue, qui est la charte de Kouroukanfouga, et qui donnait la base même de l'organisation sociale, institutionnelle, politique et sécuritaire de ce vaste empire qui comprenait le Mali, une bonne partie du Sénégal, la Guinée, le Burkina, qui montait jusqu'à une partie du Togo et du Bénin. Et cette charte nous donne non seulement l'organisation sociale, mais aussi nous parle de la gestion et de la protection des biens, des libertés individuelles et collectives. C'est un grand pays qui a une longue histoire. Vous savez, quand vous regardez la ville de Gao, c'est une ville sombre. Le grand tombeau qu'on appelle le tombeau de Gassi, c'est un empereur qui est venu du sud qui l'a construit comme ça. Ensuite, sont succédés d'autres. Et le Mali, c'est un véritable melting pot. C'est des gens de l'extérieur qui ont essayé de nous diviser
Songhai, en Touareg, en Peul. Nous sommes un pays de blancs, de noirs, de métis, de tout ce que vous voulez. Donc cette instrumentalisation qui a été faite dans les années 2000. Tout l'ordre précolonial du Mali moderne a été complètement formaté par les Français. Au cours du processus de formation, les colonies, les liens intertribus historiques ont été détruits. Avec la mémoire historique, l'identité ethnique effacée, langue nationale inversée, les conflits interethniques instillés et encouragés. Les personnalités et leaders religieux et politiques qui jouissent de l'autorité parmi le peuple ont été persécutés. Et le Mali, c'est un véritable melting pot. C'est des gens de l'extérieur qui ont essayé de nous diviser. Songhai, en Touareg, en Peul. Nous sommes un pays de blancs, de noirs, de métis, de tout ce que vous voulez. Donc cette instrumentalisation qui a été faite dans les années 2000, à la suite de la destruction de la Libye et de l'ingérence flagrante des Français a mené à l'amplification du terrorisme dans tout le Sahel. Le meilleur exemple de la manipulation occidentale sur le tissu social, c'est ce que nous avons vécu lors de cette dernière décennie sur la crise du centre du Mali, où on a essayé d'opposer des communautés Peul et Touareg, des communautés Peul-Dogon, ce qui a marché ailleurs, comme au Rwanda, mais au Mali, justement, c'est l'ancrage social, c'est l'ancrage culturel, c'est l'attachement à nos valeurs. Parce que vous savez que bien avant la charte de Kouroukanfouka, mais cela a été édicté dans la charte de Kouroukanfouka, il y a des rapports de cousinage entre les différentes ethnies. Il y a des rapports de plaisanterie entre les différentes cultures. Donc, de ce fait, il y a toujours un espace de dialogue. Il y a toujours des valeurs qui nous astreignent à ne pas aller vers la violence. Donc, c'est surtout c'est ce maillage-là, c'est cette volonté de vivre ensemble qui a sauvé le Mali. Tous les pays ont leur propre culture et le Mali a un patrimoine culturel riche et distinct. Au colossal patrimoine culturel du Mali, l'empire colonial français a laissé exclusivement une place de folklore ethnique. Depuis son indépendance, le Mali peine à tout reconstruire. En même temps, les œuvres d'art africains emplissent les musées dans les États occidentaux et les collections privées en Europe, principalement en France. De plus, ils y sont souvent arrivés là-bas de manière plutôt douteuse. Lorsque les Européens sont venus ici au Mali, à la découverte du patrimoine culturel malien et de la riche culture malienne, donc ils ont été émerveillés par la beauté de cette culture. Et donc il y a eu des tentatives de s'approprier certaines parties de notre culture et notre patrimoine. Donc au début, tout ne s'est pas passé correctement. Donc c'était une période quand même assez spécifique dans notre histoire. Donc c'est ainsi qu'en archéologie, par exemple, nous avons ce que nous appelons la période des amateurs, c'est-à-dire les administrateurs coloniaux, les médecins, les militaires qui étaient là, qui se sont transformés en archéologues. Donc ils ont eu à fouiller d'une manière pas scientifique. Et donc les objets qui sont sortis sont devenus ce que nous appelons aujourd'hui des trophées, parce que beaucoup d'objets ont été pris et ramenés chez eux, ou des objets ont été envoyés à Dakar, ensuite en France. Donc ça c'est un peu les objets archéologiques, les objets ethnographiques ont subi les mêmes sorts. Donc il y a eu des tentatives d'appropriation des objets souvent illégalement, souvent sans consentement
des propriétaires. Donc ces preuves sont aujourd'hui, ces preuves existent et on a vraiment on a des témoignages qui étaient cela. Et aujourd'hui, je pense que dans beaucoup de musées européens ou occidentaux, nos objets qui sont sortis illégalement sont beaucoup plus nombreux. Au début du XXe siècle, les colonies françaises avaient cessé d'être rentables, mais il était trop tôt pour s'en séparer. Les colonies sont devenues un fournisseur de chair à canon pour 2 guerres mondiales et les guerres coloniales d'après la Deuxième Guerre mondiale en Algérie et en Indochine. La France l'a payé avec le massacre du camp militaire de Thiaroye dans la banlieue de Dakar en 1944 où plus d'une centaine d'anciens combattants africains réclamant leur salaire et pension ont été bombardés et fusillés. Le nombre exact de morts est toujours un secret d'État français. Les listes réelles n'ont pas encore été publiées. L'indépendance tant attendue accordée par la France était une supercherie cynique. La politique de France-Afrique, une forme classique de néocolonialisme, a été lourdement imposée aux États nouvellement indépendants. Son essence est très simple. Après s'être déchargée de la responsabilité sociale et économique, la France a laissé ses pays dans la sphère de son influence et de ses intérêts. Elle a installé des gouvernements plaisants et loyaux, fermant les yeux sur leur corruption, népotisme, etc., qui servaient les intérêts des entreprises françaises et soutenaient la France sur la scène internationale. Les gouvernements répréhensibles ont été renversés par des coups d'État ou des interventions militaires directes. La date d'indépendance de la République du Mali est considérée comme la date de son retrait de la communauté française, structure organisationnelle de l'empire colonial de la 5e République française. Le premier président du Mali, Modibo Keïta, l'un des politiciens les plus brillants et les plus minutieux d'Afrique, qui a mis le cap sur le développement multipolaire du pays, l'industrialisation avec l'aide des pays socialistes et transformation sociale, Keïta a conduit le Mali hors de la zone franc-française malgré une pression française massive et il a finalement été renversé par le général pro-français Moussa Traoré, puis est mort dans des circonstances mystérieuses. Le premier président Modibo Keïta cherchait à industrialiser le Mali, mais la France a tout fait pour l'en empêcher. Avec ces bouleversements, l'espoir d'industrialisation a également disparu. La France n'a pas besoin de l'Afrique industrialisée. La valeur ajoutée doit être produite en France. Et l'Afrique doit rester le marché et le fournisseur de matières premières à des prix inférieurs aux prix mondiaux. L'histoire de l'usine Icoma est un exemple classique de la façon dont les Français ont tenté d'exploiter les ressources maliennes sans investir dans l'industrialisation du pays. L'usine est stratégique et bénéfique sur le plan national et international. Quand vous voyez le budget national malien, l'usine avait un grand rôle à jouer. La fermeture de l'usine a été est venue contredire toutes les données ici au Mali, surtout sur le plan économique. Quand vous voyez à Koulikoro ici, on a senti la fermeture de l'usine comme un fléau à notre économie, la récession surtout, la conversion de nos ressources à d'autres activités économiques, le flambé des prix, l'exode rural massif qui a fait que plusieurs jeunes se sont partis dans les zones de orpaillage pour les exploitants de sable et puis les exploitants de gravier aussi. Donc en un mot, vraiment, on est très mécontents ici à Koulikoro pour cette fermeture d'usine qui ne fait qu'ancrer dans nos têtes durant toute notre survie. L'Icoma n'a jamais été en faillite. Même les déchets, on achète à l'Icoma. Tout ce que l'Icoma produit est nécessaire et avantageux. Si tu vois l'aliment bétail, si tu vois l'huile, si tu vois le savon, si tu vois le caritéa, tous les produits de chez nous sont sollicités dans tout le marché africain, pas au Mali seulement. Quand tu pars au Sénégal, l'huile malienne est très sollicitée au Sénégal. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, le savon marseillais qu'on appelait le savon de Koulikoro est sollicité. Quand tu vas à la Mauritanie, l'aliment bétail est sollicité. Donc maintenant, il n'y avait rien de problème à l'Icoma pour fermer comme ça. Bon, pour la fermeture de l'usine, nous dirons que c'est dû à la mauvaise gouvernance
et la main invisible de la France qui se trouvait derrière aussi. À un moment donné, une société dénommée Dagris était là pour confectionner des matériaux. Ils ont refusé de nous ouvrir des matériels. Donc cela a conduit à la fermeture de l'ICOMA. Dagris, c'est une société française qui confectionne des pièces. À un moment donné, cette société s'est beaucoup investie pour que l'ICOMA soit vendu. C'est en partant de cela qu'on a eu énormément de problèmes. Bon, Dagris voulait même le monopole même pour l'achat de l'ICOMA. Parce que la société qui est venue pour acheter l'ICOMA en un mot, Dagris se trouve derrière. C'était une conspiration montée contre nous les travailleurs et l'État malien. Donc maintenant, aujourd'hui, on est tombé dans le piège. Je pense que le partenariat égalitaire doit être imposé par l'Afrique. La France, elle défendra toujours son intérêt. Voilà. Elle ira toujours trouver à manger pour ses enfants où il faut trouver. Et donc, c'est à nous de dire, bon, ok, nous aussi on a des enfants. Nous aussi on est propriétaires des richesses. Nous aussi on a le droit de profiter des richesses de notre continent. Industrie ici au Mali, dont moi-même je me suis inspiré. Il y avait une usine de tomates à Baguineda qui faisait nos tomates concentrées et nos jus de tamarin. Quand nous grandissons ici dans ce pays, on a vu pas mal des usines de Sonatam, des usines de IMPP qui fait des produits pharmaceutiques là. On sait très bien qu'en Afrique, sans la transformation de nos produits locaux, on n'ira nulle part. Il faut industrialiser. Le tomate qui vient de ces pays-là, vous-même vous avez vu le tomate que nous faisons ici, c'est du bio, c'est des tomates de chez nous. On ne peut pas comprendre que nous, nos tomates là, c'est différent de ceux qui viennent de la Chine ou qui viennent ailleurs, ou Italie ou en France. Parce que c'est du bio, nos tomates là, c'est du vrai bio. On parle beaucoup de corruption en Afrique, mais peu de gens connaissent ces phénomènes d'accompagnement de la France-Afrique. Les gouvernements fidèles à la France ont droit à la corruption et au vol. Une assistance et une protection garantie s'ils mènent une politique pro-française. Ce système casse, paralyse, absorbe les gens. Modibo Keïta a tenté de lui résister sans succès. Le système est toujours plus fort que les individus. Même s'ils sont d'honnêtes patriotes, surtout si ce système est axé sur le vol du pays. Quand les colonisateurs, quand ils sont là, et ils sont là pour leur intérêt. Et leur intérêt n'est pas que nous, on ait une grande variété de production. Parce que ça va nous permettre d'être autonomes, de ne pas manger ce qu'ils vont amener. Donc c'est de casser cette structure, cette manière de faire, et maintenant, pour venir maintenant à la place de ça, donner des choses qui viennent de chez eux. Moi, je me souviens encore quand j'étais au lycée, je demandais à mes professeurs, mais vous nous avez dit que la France nous a colonisé, qu'est-ce que la France a construit? Donc, il n'y avait rien. Donc, pratiquement, c'est comme ça. Et tout pays qui a un peu résisté, ou un pays qui a rendu la vie difficile aux colonisateurs, là, ils mettent la pression pour que ce pays-là soit le dernier de tout le monde. Et les pays qui collaborent maintenant, ils font semblant comme s'ils les aident, ils les font monter, mais en réalité, c'est eux qui sont là. Je vous donne un exemple concret, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le produit national brut. Avant la colonisation, on cultivait le mil et le sorgho. Les colonisateurs ont forcé les paysans à cultiver du coton pour la France. La situation dans l'agriculture malienne a aggravé. Les exploitations agricoles familiales ont disparu. L'agriculture industrielle n'est pas apparue. Les petites exploitations locales ne pouvaient pas rivaliser avec les géants agricoles français. L'industrialisation alimentaire locale a été ralentie par tous les moyens. Le pays a été inondé d'importations alimentaires. Les engrais et les céréales à semer aussi sont importés. Il y a aussi un problème d'autosuffisance en riz, principal élément de l'alimentation.
Le pays se voit imposer une norme alimentaire inhabituelle et les exportations alimentaires agressives sont une grave menace pour la souveraineté et un sérieux levier. Les ruptures d'approvisionnement déclencheront automatiquement des mutines de la faim. Le pain, tous les produits de boulangerie à base de blé n'apparaissent qu'avec l'arrivée des Français. Outre le bleu et la farine, le riz était également importé d'Indochine. La production de variétés locales de céréales et de riz est restée longtemps artisanale. Un schéma intéressant. La France importe du Mali des fruits et légumes exobiologiques et exporte les siens ordinaires. Le Mali ne cultive pratiquement pas du bleu, mais les colonisateurs nous ont appris à manger du pain et maintenant le pain blanc est devenu l'un des produits les plus consommés. Bagaro la bɛ feere a bɛ dun sokɔnɔna fana a bɛ feere a bɛ dun avant ekɔli ta ekɔli la fana u bɛ buru kɛ daga ye ka taa ekɔli la donc buru ye consommé yɛrɛ yɛrɛ de. Meniazawoto Omar Diabaté. Je m'appelle Omar, je suis vétérinaire. J'ai étudié à Kazakhstan, à l'Institut vétérinaire d'Almaty. J'ai terminé mes études en 1992. On n'était pas là au moment de la colonisation, mais on a vu les effets nuisibles de la colonisation. Précisément la monoculture. Donc, et cette monoculture de coton surtout, et d'arachide, qui a fait que toutes nos terres ont été rendues mortes. Et l'agriculture est devenue non rentable. Et finalement, comme conséquence, les gens se sont mis à vendre les terres et à se dire que l'agriculture n'est pas rentable. Donc, ça fait que même nos habitudes alimentaires ont changé. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de voir dans les plats, dans les menus, comment on appelle, nos plats traditionnels, c'est uniquement les spaghettis et autres qu'on voit. Donc ça a vraiment tout chamboulé. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, si on ne fait pas quelque chose, la famine va continuer. Parce qu'on nous dit qu'on est des pays en voie de développement ou des pays sous-développés. Ce n'est pas ça, c'est parce qu'on a détruit quelque chose. Et une fois qu'on détruit ça, les gens n'ont plus de repères. Et finalement, tout est gâté. Et c'est la famine qui s'installe. Voilà, donc tout ça, c'est les conséquences. Parce que généralement, nous, on est venu nous dire qu'il faut cultiver le coton. Donc on les a montré ce qu'on appelle le mirage. On vous montre, bon, si vous faites le coton, vous allez avoir tant d'argent, ainsi de suite. Mais en réalité, le coton n'était pas pour nous. Le coton n'était pas cultivé pour nous. Parce que dans un premier temps, nous, on ne le mange pas. Dans un deuxième temps, même si on le vend, on n'a que 20% des recettes. Donc tous ces 80% des recettes maintenant repartent avec le pays colonisateur, la France. Donc ce qui fait que, et puis ce n'est pas leur affaire, tout ce qui s'est passé derrière le coton, c'est-à-dire la dégradation des sols, la pollution de l'atmosphère, les maladies respiratoires et autres. Donc il n'y avait pas de mesures qui étaient là. Donc finalement, ça vraiment, et puis ça fait du paysan malien comme un robot. Il a oublié toute autre habitude de cultiver uniquement le coton. Et aujourd'hui, les difficultés qu'on a, c'est que c'est très difficile de convaincre un paysan malien pour lui dire qu'on peut cultiver sans utiliser l'engrais et les produits chimiques. Et là, ça, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Donc, ça a dénaturé le paysan. Bon, je fais la résistance parce que tout simplement, je vois que si on continue comme ça, c'est la catastrophe. Parce que finalement, on n'aura plus à manger et on sera à la solde de l'Occident qui va nous donner ce que lui il veut qu'on mange. Donc je me suis dit, ça ne peut pas continuer. Moi, je veux manger ce que je mangeais quand j'étais petit. Je veux manger des plats diversifiés. Je veux manger des fruits à leur moment. Je veux manger tout ce qui était avant, hein, qu'on avait comme menu et autres. Chaque année, on s'enfonce et la population augmente. Mais en réalité, toujours on fait semblant, on essaie toujours de s'emparer. C'est comme un peu le virus. Hein.
la manière dont le virus agit dans l'organisme. Ils viennent maintenant, ils s'emparent des éléments clés du pays, les intellectuels et autres, ils parviennent à les prendre, à les amener, à les inviter pour des colloques et autres, ensuite à les donner les médailles de chevalier, ainsi de suite. C'est une manière de se dire, bon, tu es devenu français, maintenant si on a besoin de toi, on te demande, tu casses pour nous. Bon, ils ne vont pas dire clairement, tu vas casser pour nous, mais on va te mettre à casser. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi vous allez voir que tous les grands dirigeants africains, ils ont la nationalité française. Parce que tout simplement, on les donne, on les offre, sans qu'il y ait même de procédure. Donc c'est la colonisation, partout c'est la même chose. Toujours c'est cette pression qui nous empêche de réfléchir. Toujours c'est cette pression qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de voir en nous des gens capables de se prendre en charge. Toujours on nous met dans la tête qu'on est incapable, on est pauvre, on ne va pas s'en sortir sans eux. Donc c'est partout, ça c'est dans tous les pays colonisés. Connaître le français est très important, mais nous avons notre propre langue native qui ne remplacera aucune autre. Priver un pays de sa souveraineté, c'est effacer sa mémoire. Et ce n'est pas seulement les patrimoines culturels, c'est sa jeunesse. L'école a beaucoup été dénaturée. Nous, quand nous étions encore à l'école, jusqu'au début des années 90, nous avions ce que nous appelons l'instruction civique et morale à l'école fondamentale, qui apprenait aux enfants les fondements de notre société. Voilà toutes choses qui ont beaucoup contribué à entacher la marche du Mali vers sa souveraineté, mais cela n'a fait que ralentir. Et cela a permis de consolider l'essentiel et aujourd'hui de rebondir sur l'essentiel pour bâtir un Mali sur la base de nos valeurs. La situation est paradoxale. Des élèves des écoles françaises se rendent à une manifestation avec des affiches « France dégage ». Le cliché colonial pour la France s'est avéré plus précieux que la culture française humaniste et universelle. Et pour un Malien ordinaire, la France s'est associée non pas à Hugo et Exupéry, mais à Macron, Hollande et Drian. La culture et la science françaises ont été remplacées par une démagogie néocoloniale sans principe. Il est temps que la France parte. Éprouvé par beaucoup de difficultés, surtout dans ce qui concerne l'enseignement en langue française. Parce que les élèves déjà, lorsqu'on les explique les leçons en langue française, ils ont énormément de difficultés parce que c'est la langue extensive, ce n'est pas la langue d'origine. Donc ils veulent qu'on les explique parfois des leçons en langue française parce que quand c'est comme ça, les messages passent très vite, il y a une interaction. Et pourtant, ce qui est privilégié dans l'enseignement, c'est l'interaction. Il faut que les apprenants parviennent à comprendre quelque chose de substantiel, quelque chose d'important, et qu'ils les serviront aussi. Il y a énormément de problèmes. On est obligé de diluer les vocabulaires. On est obligé de les désubstantialiser. Et quand c'est comme ça crée des problèmes. Il y a des mots, on ne peut pas les rendre empiriques. Et pourtant, pour que les messages puissent passer, il faut une dimension empirico-sociale. Pour moi, je ne parle pas avec les amis, je ne parle pas en famille, sauf à l'école. La langue que j'aimerais qu'il soit parlée et écrite au Mali, c'est la langue Bambara, car c'est notre langue à nous tous. On l'a voulu et on le veut et on l'aura. Bon, pour moi, ça n'a pas été une bonne chose, car ça nous a empêchés de développer comme un pays indépendant. Ça nous a mis des siècles en retard, voire des millénaires même, car la colonisation, ça ne ramène qu'en arrière seulement un pays. Depuis des temps, on nous enseigne la langue bambara. C'est à l'école on a appris la langue française. Donc on aimerait bien qu'on parle la langue française, la langue bambara. C'est ce que nous en tant que Maliens, on voudrait.
En 2011, la France et ses alliés ont envahi la Libye. Le colonel Kadhafi a été tué. Le chaos s'ensuivit en Libye et une masse de mercenaires s'est précipita vers le Mali. Depuis 2012, la guerre a également commencé au Mali. La page la plus récente de l'histoire du Mali, Opération Serval, préparée et mise en œuvre en un temps record et préserver le statut d'État du Mali. Triomphe, pas du tout. Le secret est très simple. Elle a préparé à l'avance une prévision. Quand les groupes armés des Touaregs, d'ailleurs armés non sans l'aide de la France, passent de la Libye au Mali, cette opération a fait une pierre deux coups. Le contingent militaire français est entré dans le pays, renforçant la légitimité du gouvernement pro-français et les Touaregs ont été remis à leur place. Vous n'avez jamais vu la déclaration d'indépendance d'un État qui se fait pas dans une salle de réunion, pas dans un stade, mais sur un plateau de radiodiffusion de télévision. L'indépendance de l'Azawad, ça a été proclamé en France 24. C'est la première fois qu'on voit ça. Et le studio de France 24, on ne prend pas son habit pour rentrer et s'asseoir pour parler. C'est qu'il faut être guidé. Donc, ça, c'est des preuves qu'il y avait l'État français derrière. Et plus ce qui a été dit, et moi, j'ai écrit un long livre sur l'histoire de la République au Nord. C'était très clair là-dedans que des hommes politiques, de gauche, de droite, ont dit clairement qu'il faut diriger le Mali. L'opération Barkhane, qui a remplacé Serval, permettait déjà de contrôler toute la région du Sénégal au Soudan. Nous notons un chemin intéressant. La menace terroriste n'a fait qu'augmenter. La zone d'activité terroriste s'est étendue et les affaires de l'entreprise française au Mali n'ont fait que s'améliorer. Les chiffres d'affaires et les bénéfices ont augmenté. Et on peut dire avec certitude que 49 soldats français sont morts, non pas pour le Mali, mais pour les intérêts des entreprises françaises. Ne serait-ce que parce que l'armée française au Mali a pris une position indépendante et extrêmement avantageuse et commode pour elle, en tant qu'occupante. Et combien de civils maliens sont morts aux mains des Français? Les Français ne sont pas intéressés. Pour paraphraser De Gaulle, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Et l'histoire des relations de la France avec ses anciennes colonies doit devenir un exemple pour tous. Le traité de défense avec la France est un pacte avec le diable. Toutes ces opérations n'ont pas répondu aux attentes des populations maliennes. Quand on se rend compte que dans la première phase où il y a eu cet appui des forces françaises aux forces maliennes pour reconquérir la région nord du pays. Les forces armées maliennes ont été stoppées net, ce que les populations maliennes n'ont pas du tout compris. Si nous devons prendre le bilan de l'opération Barkhane, alors qui devait intervenir dans les régions nord du pays, on s'est rendu compte que le cancer s'est métastasié du nord, alors l'insécurité a basculé pratiquement au centre du pays pour atteindre même le sud et l'ouest. Voilà, ce n'est pas une coopération de père à fils. Voilà, ce n'est pas une coopération alors où on vient imposer son dictat. Alors, je peux dire que la coopération militaire avec la Russie, c'est une coopération gagnant-gagnant. C'est une coopération qui s'est établie dans le strict respect des uns et des autres. Et c'est une coopération qui permet et qui a permis aux forces armées maliennes, avec l'acquisition des équipements en si peu de temps, vraiment que voilà, les forces armées maliennes ont pu monter en puissance. Imaginez-vous que dans un passé récent, il y a des parties du territoire où le président ne peut pas ordonner
l'intervention de l'armée ou le support d'un navire. Le pays n'était pas souverain. Il y a des officiels pour aller d'un point à l'autre, il faut qu'ils soient transportés par des avions étrangers. Sinon, ils peuvent passer la journée sans être transportés. C'est terminé aujourd'hui. La deuxième chose que notre président a édictée, c'est de laisser au peuple malien le libre choix de ses partenaires stratégiques. Ce n'est pas quelqu'un qui dit oui, je suis d'accord pour venir au Mali. Pour faire quoi, les Maliens ne savent pas. Il faut que le Mali discute avec vous. Il estime qu'il y a son intérêt et vous entendez suivre ce choix. Et personne d'autre que le peuple malien ne peut dire de ne pas faire ce choix stratégique, ses partenaires. Et enfin, dans tout ça, où est l'intérêt de notre peuple? Voilà les trois principes dictés par notre président, le colonel Assimi Goïta. Souveraineté, liberté de choix de partenaires stratégiques, respect des intérêts du peuple. Et depuis qu'il a édicté ces principes, qu'on s'est aligné sur ça, majoritairement notre population, le discours politique explique aux Maliens ce qu'il en est. Qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, les forces armées maliennes seules ont fait que la peur a changé de camp. C'est les terroristes qui ont peur du Mali aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons plus des villages entiers qui sont tués, brûlés pendant des mois. Nous n'avons plus des camps militaires qui sont attaqués, des militaires tués. Imaginez avant, la communauté internationale finançait une base militaire. On l'a construit et on oublie, entre guillemets, de faire un forage. Or, tout le monde sait, on n'a pas besoin d'être un grand ingénieur pour savoir que dans le désert, le premier besoin de l'homme, c'est boire. Donc, on oublie, entre guillemets, et on laisse les forces armées aller chercher de l'eau dans un village à côté. Ils vont une semaine, un mois, 2 mois, les terroristes étudient leur plan. Un jour, un groupe de terroristes tombe sur les soldats, les massacrent, ils mettent des bonbons explosifs dans la voiture et ils retournent au camp. Ils vont exploser le camp. La bataille dure 7 heures de temps. L'État malien ne peut pas apporter de soutien parce qu'il n'a pas les moyens. Parce que la communauté internationale, entre guillemets, n'est pas d'accord pour aller. Il dit qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Ils sont venus pour maintenir la paix. Mais il n'y a pas de paix. Mais ça nous a permis de tirer des leçons. Et ce sont ces leçons qu'on a tirées. Mais même expulsé du Mali, la France a réussi à faire pression sur la CEDEAO afin d'isoler le Mali. L'imposition des sanctions avec la fermeture des frontières, par essence un blocus. Mais un grand nombre de marchandises sont importées et le Mali n'a pas accès à la mer. Ces mesures extrêmement non impopulaires parmi la population, non seulement au Mali, mais dans toute la région, ont durement frappé les portefeuilles des citoyens ordinaires et ont même ruiné quelqu'un. Bonjour, je m'appelle Soukey Nandiaïa. Je suis vendeuse de produits traditionnels et notre boutique se trouve en face de la gare de Dakar. Nous avons commencé ce travail depuis 1981 par notre aîné et actuel. Nous avons pris la relève, Fatou Sarr et moi. Nous avons des difficultés présentement comme vous pouvez les voir. Depuis que vous êtes là, on n'a pas eu de clients par manque de produits. La plupart des produits nous viennent du Mali, Burkina Faso, Bénin, etc. Mais nous prenons le plus grand pourcentage de nos marchandises au Mali. À cause de la crise, il nous fait impossible d'aller et de venir. Nous sommes fatigués et tristes de cette situation parce que nous n'arrivons plus à faire correctement notre travail et l'entretien de notre famille en dépend. Cette situation est causée par la CEDEAO influencée par la France. Je parle au nom des peuples maliens et sénégalais, plus précisément les commerçants, parce que nous en souffrons trop. Nous ne pouvons plus aller au Mali pour acheter les produits qui sont en forte demande et vice-versa. Nous demandons aux dirigeants de la CEDEAO de régler cette situation au plus vite possible parce que le Sénégal et le Mali sont des pays frères et que nous ne devons pas accepter que la France vienne s'introduire dans la gestion de nos pays. La France a déjà commencé à perdre l'Afrique dans une concurrence loyale. Un indicateur de cela est le rétrécissement de la gamme de produits et la géographie des entreprises étrangères au Mali. Mais la France ne peut pas et ne veut pas changer de paradigme. En
prenant en compte des relations de partenariat égalitaire, seules les méthodes coloniales restent dans son arsenal. Mali est un pays souverain qui a droit à son histoire, ses traditions, ses valeurs et ses relations égales. Elle a le droit de faire son choix librement. Nous avons encore de sombres souvenirs sur tous les morts qu'il y a eu là-bas. Mais le plus important, c'est que l'esprit est demeuré. L'esprit de nationalisme, de patriotisme a toujours demeuré et prévalu. C'est pourquoi d'ailleurs, bien des siècles après, malgré toute la manipulation de l'histoire, toute la manipulation de l'information, ces personnalités sont restées ancrées dans la mémoire collective. C'est pourquoi, personnellement, je ne suis pas étonné de ce regain de nationalisme et de patriotisme qui prévaut aujourd'hui, parce que j'ai parcouru plus de 600 communes au Mali. Et de ce que je retiens, c'est que les Maliens sont profondément attachés à leur souveraineté, sont profondément attachés à leur terre. Donc, ces pages de l'histoire, ces pages sombres qui ont fait des milliers et des milliers de morts, l'influence de l'Occident a énormément baissé sur le Mali, c'est parce que les Maliens ont décidé de prendre en main leur communication en langue locale. Aujourd'hui, nos communications sont plus pertinentes parce que nous nous adressons aux Maliens en Bambara. Nous leur parlons en Bambara. Nous leur expliquons les choses en Bambara et nous nous comprenons. Je parle de l'exemple du Bambara, mais nous faisons de même avec les Soraï, avec les Peul, avec les Touaregs, avec les Soninké, avec toutes les communautés et toutes les langues vivantes au Mali. Le nouveau Mali est un Mali de l'avenir. C'est un Mali qui va changer le visage de l'Afrique. Pour la première fois, la société civile, l'État et l'armée sont unis et plus personne ne peut nous dévier de ce chemin. Je pense que le Mali est aujourd'hui un laboratoire pour toute l'Afrique. Cette résistance que nous avons réclamée depuis longtemps, c'est ça qui est appliqué un peu au Mali. Cette indépendance totale qu'on a réclamée pendant longtemps, c'est ça aujourd'hui qui se passe au Mali. Même s'il y a des prix à payer, même s'il y a des difficultés, même si nous n'apprécions pas le manque de liberté d'expression, sinon le combat contre la liberté d'expression, mais nous disons qu'aujourd'hui, le fait que le Mali ait dit non et que le Mali ait décidé d'aller voir qui il veut, d'aller voir qui on veut, de parler à qui on veut, je pense que c'est ça qui est à saluer aujourd'hui au Mali. C'est bon national. Основной все будет. И неважно говорить сейчас, через несколько лет все будет хорошо. Я думаю, что мы получим так, видите, с плюсом. Le nouveau Mali, c'est la nouvelle Afrique. C'est ce que la France et l'Occident n'ont pas encore compris. Que quand les peuples ont découvert leur supercherie, leurs crimes, notre peuple a trouvé en lui la volonté de montrer la porte à la France. Nous n'avons pas eu le choix. Mon Mali en a montré un exemple frappant. Qui sera le prochain?